Salut, bienvenue à Ma Parole, la gang. On est justement en train de parler de nos sujets de cette semaine. On vous souhaite la bienvenue à notre premier bloc qui est offert, et on l'aime beaucoup, par la boutique que vous avez dans le Vieux-Longueuil, la boutique Le Gérant. On est très heureux de l'avoir comme commanditaire principal avec nous. Ben, on commence par quoi? Ça te tente-tu de commencer par le football de la NFL? Ben oui, absolument. Andréane, parce que ça va nous faire du bien, il me semble. Tu sais, là, on est au printemps, on s'ennuie un peu du football. Ouais, même s'il a fait plus froid soudainement, puis on a l'impression qu'on recule un peu dans la saison. Ouais, mais le football, ça joue dans la neige, absolument. avant les dômes. Bon, ça, c'est le partisan des Packers qui parle en Lambeau Field, the frozen tundra. Les Dolphins ne jouent pas dans la neige, eux autres. Ben ouais, on parle de la NFL cette semaine parce que les propriétaires se sont réunis, on a voté sur différents règlements, il y aura plus de prolongation en pré-saison, il va y avoir plus de communication entre les officiels sur le terrain puis les officiels à la révision. Oui, on applaudit parce que ça va faire du bien. Et là, les joueurs vont avoir plus de choix au niveau de leur numéro de chandail parce que les numéros de chandail au football varient selon les positions. Et habituellement, les numéros avec un seul chiffre sont réservés au corps arrière et au botteur. Mais là, ça a été élargi aux porteurs de ballon, aux receveurs éloignés, aux ailiers rapprochés, aux demi-défensifs, au secondaire. Ils vont pouvoir choisir dans différents ranges, en bon français, de numéros, mais incluant les numéros uniques. Et ça risque de marcher parce que dans la NCAA, les joueurs de football, les numéros uniques sont beaucoup plus fréquents. Alors, il y a déjà des porteurs de ballon, des secondaires, tout ça qui en trouve la porte à changer de numéro. Tu parles de la NCAA dans un monde où on peut avoir 2 numéros 3 au sein de la même équipe, par exemple. Ça, je suis pas d'accord. Je suis pas sûr qu'on est rendu là dans la NFL, mais on verra pas de bloqueur avec le numéro 4, là. Non, parce qu'au niveau des lignes offensives, défensives, ça ne changera pas. Donc, c'est vraiment toute la liste là, de positions que je vous ai énumérées qui pourra éventuellement avoir des numéros uniques. Oui, puis tu sais que ça s'est déjà vu dans l'histoire de la NFL. Tiens, regarde, le doyen, ici, je te présente, Nolan Smith, et des Chiefs de Kansas City. Avec le numéro 1. Il y avait le numéro 1. Lui, il était tout petit. Mais vraiment tout petit, mais c'était un spécialiste des retours de beauté. C'est le seul chandail small qu'il avait. Il était tellement petit qu'il ne pouvait pas avoir 2 numéros sur son chandail. Mais c'est drôle que tu parles des Chiefs parce que c'est eux qui ont amené cette suggestion-là de numéros à cause de la COVID l'an dernier. Il y avait plus de joueurs, puis on s'est retrouvé avec un problème dans les équipes de réserve et tout ça, c'est que là, on était tout mêlés des numéros, plus assez de numéros pour telle ou telle position. Et là, tu me parles des Chiefs aujourd'hui. Mais tu vois, Nolan Smith, d'abord par sa petite taille, mais par le numéro 1, ça le distinguait. Je ne sais pas pourquoi on a comme interdit par la suite à une catégorie de joueurs offensifs de ne pas porter ces numéros. Évidemment, ça aide visuellement la référence sur le terrain, je pense. Puis moi, je vais te faire une confidence. J'ai joué au football. C'est à peu près le seul sport d'équipe dans lequel j'étais pas pire, le football. Le football, OK. Oui. Et puis... à quelle position? Moi, je jouais sur la ligne... Je jouais sur les 2 lignes, parce que quand j'étais bantam, puis oui, et bantam, j'étais assez costaud. Et puis, plus avancé, là, peut-être que les jeunes de mon âge. Alors, je jouais sur les 2 lignes. Je jouais garde à droite. 2 côtés du ballon. Oui, je jouais garde à droite à la ligne à l'attaque. Puis là, je frustrais parce qu'on ne pouvait même pas se servir de nos mains dans le temps. Là, on bloquait comme ça. Puis c'était frustrant. Le vent tourne, je m'en vais ailier défensif. Et là, je m'amusais. Mais sérieusement, là, ma fierté, c'était d'avoir un numéro dans les 60. Je me disais, on a l'air plus méchant quand on est joueur de ligue. OK. On a un numéro. J'aimais le numéro 66. Tu vois, je le dis, là, j'ai des frissons, là, le numéro 66. Ouais, mais pour moi, ça n'a pas la même connotation, parce que 66, il appartient juste à un joueur. Au hockey, on a peut-être cette particularité-là de l'associer. Puis tu sais, les numéros, c'est tellement important pour les athlètes. Parce que quand tu te présentais à un camp d'entraînement, si tu avais un gros numéro, je peux te le dire tout de suite, t'avais aucune chance de jouer un match d'exhibition. T'avais aucune chance, tu savais. Tu faisais pas la Ligue nationale, tu faisais pas la Ligue américaine. Si t'avais le 82, tu savais que t'étais là juste pour remplir un chandail parce qu'il y avait besoin d'assez de gars pour pratiquer. Et là, je te parle dans une époque où les camps d'entraînement étaient beaucoup plus longs dans la Ligue nationale de hockey, puis il pouvait y avoir jusqu'à 80 joueurs, là. Fait que quand tu savais qu'il y avait 80 joueurs puis t'avais le numéro 79, il y en avait plus ben en arrière de toi. Ça regardait mal. Puis tu sais que ça peut pas aller plus que 99. Pas plus loin que ça. Mais écoute, moi, je pense que d'après moi, tu serais bon pour lancer une pétition pour des restrictions au niveau des numéros parce qu'il y a des affaires qui te rendent complètement malade. Quand on prépare nos notes. Ben oui, mais qui me rendent complètement malade. Regarde, il essaie de me faire passer pour le marâtre, pour le méchant. OK, ben... Non, mais sérieusement, Andréane, là, un gardien de but qui a le numéro 19. Ben oui, regarde la réaction. Bon.
Ben, c'est un peu ça qu'on a quand on regarde garder Koskinen aussi. On part à rire. Ben, c'est ça. C'est des confidences de cabine habituellement, là, dans votre loge. On les partage. Ça va pas en Mais non, mais sérieusement, t'es pas d'accord? Ben, c'est vrai que c'est assez particulier. Mais je peux pas dire que c'est quelque chose, moi, qui m'accroche tant que ça, les numéros. Ben, je les retiens pas. Il y a ça aussi, là. Ouais, mais il y en a qui font une obsession. Ben, un joueur de centre numéro 3, Charlie Coyle. On était allé le voir au Minnesota. On dit, pourquoi le numéro 3? Il n'y a même pas une explication intelligente à nous donner. Ah, ben, j'aime pas plus ce numéro-là. Je l'ai porté. Quelqu'un me l'a donné, puis j'ai continué avec ça. Ouais, joueur de centre. On se le fait imposer. Tôt dans notre carrière, on se le fait imposer. C'est vrai. Puis, Pierre, es-tu capable de ressortir le masque qui est juste derrière toi? Juste derrière toi, il y a un masque. Là, c'est le mien. Oui. Puis, si tu le déposes, on peut le déposer sur la table. Ben oui. Oui. Avec le Canadien. Bouchez vos oreilles, ça va peut-être faire boum, 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 boum. Avec le Canadien. Oui. J'ai pris le numéro 38. J'ai jamais voulu le numéro 38, mais... Vladimir Malov. Ouais, mais... Ouais, c'est moi. Oui. Mais encore. Mais tu sais, avec le Canadien, c'est clair, tu portes pas le 33, tu portes pas le 1, ils sont en haut, ils sont au plafond. Carey venait de commencer sa carrière, il avait le 31. Puis là, moi, je le voulais plus, le 30. Tu sais, je l'ai eu à Tampa, puis j'ai pas arrêté un ballon de plage. Fait que c'est... Ouais, mais non, tu mais jouais c'est une pas histoire de Tortorella, superstition. Si je m'en allais là, t'étais superstitieux, là. Énormément. Fait que, tu sais, est-ce que je suis fier aujourd'hui de dire que le seul masque, pour le seul match que j'ai joué pour le Canadien, il porte le numéro 38? Ben, pas nécessairement, mais... En tout cas. Ouais, mais là, il faut aussi regarder du point de vue des fans, OK? Parce qu'il y a des fans qui achètent des gilets avec des numéros. Ça, c'est bon. Et là, ben, cette année, si les joueurs veulent changer, je parle de la NFL, là, si les joueurs veulent changer de numéro dès cette année, ils vont devoir racheter tout le lot de chandails qui a déjà été imprimé. Mais à partir de 2022, ils auront plus à faire ça. Donc, attendez-vous à ce que la majorité des changements ne se fassent pas cette année, mais dans 2 ans. Mais je me dis, moi, j'ai pas de peine pour le joueur qui gagne des millions, qui doit racheter un lot de chandails. Ça m'impressionne pas vraiment. Mais pour les fans qui ont acheté, je pense à Derrick Henry, là, parce que c'en est un qui trouvait ça très cool du côté des Titans du Tennessee, le fait qu'on qu'on élargisse les numéros. Lui, il portait le 2 dans la NCAA. Ça se voit beaucoup au football collégial. Bon, ben, dans la NFL, il porte le 22. Alors là, Derrick Henry, des gilets, il y en a au Tennessee. Il y a beaucoup de gilets de Derrick Henry qui se sont vendus. Et là, ben, ce gars-là va changer de numéro. Là, j'ai un petit malaise. Combien de chandails avec le 2 décentré? On va voir le monde qui ont décousu un ils vont dire, ben écoute, c'est stylisé. C'est un 2 stylisé. Imaginez si Sidney Crosby changeait de numéro demain matin, là. Quand même. Non, mais t'as raison. C'est ton petit côté marketing. Ben, oui, puis parce que je me dis, il y a beaucoup de jeunes, tu te dis, on se fait imposer les numéros tôt dans notre carrière, là. Moi, là, quand je jouais à la ringuette, là, puis j'étais toute jeune, je portais le 77, le numéro de Pierre Turgeon. Et j'étais donc fière de porter le 77 de Pierre Turgeon. Il y a beaucoup de jeunes qui vont porter les numéros en fonction de leur idole quand ils sont capables, puis quand l'hockey mineur a les chandails. Oui, exact. Un bon numéro aussi. Mais écoutez, c'est fascinant ce que vous dites. Vous savez, la rue Faillon à Montréal, près du parc Jarry, Denis Coderre, quand il était maire de Montréal, vous connaissez son amour pour le sport et pour le baseball, il a dit pourquoi on rebaptise pas Faillon à l'ouest de Saint-Laurent, puis de toute façon la rue termine au stade de tennis, pourquoi on baptise pas la rue Gary Carter? Ça, c'est la première étape. Mais les 2 premiers blocs de condominium sur la rue. Le premier, c'est 8, Gary Carter. Mais évidemment, vous devinez quel est le deuxième. 88. 88, Gary Carter. Hey, c'est fort, les numéros. C'est très fort. Ça marque l'imaginaire. Ça marque l'imaginaire, puis il y a le sentiment d'appartenance. C'est sûr. Qui est combien fort avec des numéros. Tu sais, on parle du 99, du 66, immédiatement. On sait à qui ils appartiennent au hockey, du moins. Marc, t'es père de famille? Oui. Andréane, est-ce que t'es mère de famille? Non, pas encore. Non? Je peux te faire une suggestion? Vas-y. Pour t'angoisser, regarde pas le documentaire. Je l'ai vu. Tu l'as vu? Je l'ai vu. T'as encore envie d'être maman? Oui, mais je pense que c'est un documentaire que même tous les jeunes adultes devraient voir. Vraiment, moi, ça m'a jeté par terre. Mais toi, Marc... Moment d'introspection. Oh, toi, tu t'es limité à l'introspection. Non, moi, le pire, c'était culpabilité comme ça, ici, dans le front. Louis Morissette, salut! Bonjour! T'as atteint ton but, c'est ça que tu voulais? Faut pas. Non, mais introspection, par contre, j'aime ça. L'idée, c'est de réfléchir un peu, puis se demander si on fait les bonnes choses, partant du principe qu'en tant que parent, on fait toujours des erreurs. Et que il y a une réplique du film qui va sortir qui dit c'est un peu ça, hein. En vouloir à ses parents, c'est comme ça, puis moi je vais en vouloir à mes parents, puis mes enfants vont m'en vouloir. C'est comme donner au suivant, mais on se donne de la marde de génération. Ça, c'est une ligne du film La famille parfaite. Chez Louis Morissette, est-ce que c'est La famille parfaite? Ben écoute, non, vraiment pas, mais je sais qu'il peut y avoir, tu sais,
sur les réseaux sociaux, puis quand tu regardes les magazines de héros, puis tu peux avoir cette... Tu sais, quand les gens nous disent ça, des fois, là, « Oh, vous êtes tellement beau. » Mais là, la famille parfaite, ça me tue complètement, d'autant que c'est quelque chose que je ne suis pas, c'est bien parfait. Je connais le sport, mais c'est la seule affaire que je connais. Non, mais je suis pas parfait du tout. Fait que, non, on a nos défauts, nos faiblesses, nos erreurs, nos moments d'angoisse, puis ça nous frappe nous, ça frappe nos enfants, puis on est tous pareils. Mais moi, je maintiens que c'est pas juste pour les parents, pour les adultes en tant que tels, parce qu'on vit dans une société de performance où l'anxiété, elle est omniprésente. C'est vraiment un sujet de société. Est-ce que tu avais l'impression, Louis, que tu toucherais plus large que juste les parents et les enfants qui sont pris là-dedans? En fait, la démarche était encore plus égocentrique que ça, si je peux dire. Je pars de quelque chose qui me parle à moi. Puis après ça, j'espère, je me dis, je pars du principe que si ça me parle, ça me touche, ça va toucher d'autres personnes. Mais ultimement, tu sais, je fais pas un calcul, tu sais pas. Fait que là, mais c'est sûr que quand je l'écris, je me dis, ok, c'est sûr que les parents vont être touchés. Est-ce que les jeunes vont venir? Peut-être, ou ils vont avoir l'impression de se faire la morale par un bonhomme de 45-46 ans? Je ne sais pas. Puis est-ce que les gens qui n'ont pas d'enfants vont le ressentir de la même façon? Je ne le savais pas, mais là, je réalise que, en fait, au-delà de la famille, puis ça, il y a la notion d'anxiété, puis d'anxiété de performance qui touche beaucoup de monde, qu'on ait des enfants ou pas, peu importe notre domaine et notre éducation. La société nous envoie un reflet de ce qu'est la réussite qui peut nous étouffer à plusieurs égards. Écoute, c'est tellement une coïncidence incroyable parce que ma fille, moi, Louis, fait sa maîtrise en santé publique. C'est très exigeant, mais elle veut le faire parce que elle est bien dans ce secteur-là de la santé. Elle aime regarder la santé comme ça plutôt que de la regarder comme ça. Et puis, elle est ma voisine aussi dans le même complexe. Puis on s'est croisés dans le stationnement. Au lendemain où moi, j'ai regardé la barre haute, puis ma fille commence à avoir un lien un peu plus adulte avec moi, elle a quand même 26 ans, puis elle me dit « Ah, j'ai des petites angoisses ces temps-ci, papa. » Tu sais, elle dit j'étudie tout seul chez moi et dans un gros segment académique, là. Et puis, je dis « Écoute, ça a aucun bon sens. » Je dis « J'ai failli t'écrire hier soir pour m'excuser des erreurs que j'avais commises. » Pour être ton père. Elle a éclaté de rire, comme Marc. Elle dit « Non, papa, t'as pas commis des erreurs. » Elle dit « Toi-même, t'es un petit peu angoissé, tu sais, dans ta vie. » On l'est tous. Alors, ça m'a rassuré, mais c'est pour dire, Louis, comment on doit pas être les seuls à te dire ça, que tu es venu à un moment là où crucial. Puis moi, ce que j'ai aimé, j'aimerais que tu développes un petit peu là-dessus, c'est que tu as dit, je pense que mon film n'allait pas assez loin, il fallait que j'aille un petit peu plus loin, un petit peu plus sérieusement dans le problème. Puis écoute, la jeune patineuse que vous avez amenée avec vous, suivie pour nous le faire vivre, c'est vraiment extraordinaire. C'est le genre de feedback que tu reçois, je présume? Ah oui, beaucoup. Mais en fait, oui, c'est ça. Tu parlais de la genèse, c'est ça, c'est que pendant le scénario, pendant que j'écrivais le film, il est venu un point où il y avait tellement de choses, comme je prenais différentes directions, puis c'était moins clair ce que je racontais, fait que j'ai décidé de réorienter ça autour du père. Comment, c'est le point de vue du parent un peu qu'on suit, c'est-à-dire le personnage que je joue. Mais tout l'autre côté de la médaille qui faisait écho à toutes mes rencontres avec des psychologues qui me parlaient constamment d'angoisse de performance, puis quelque chose que j'ai vécu avec mes enfants aussi, là, que tu te retrouvais chez le psychologue, puis qui parle de leur crainte, de l'angoisse, de la pression, puis qui se sentent pas adéquats, puis là, tu les écoutes, puis tu fais comme « De quoi tu parles? Je te répète chaque jour que je t'aime, puis que je suis avec toi, puis que je t'appuie, puis je te donne tous les outils pour réussir. » Puis c'est peut-être ça le problème, en fait. C'est que d'être très impliqué, puis d'encadrer beaucoup, puis de donner tous les outils, c'est peut-être là que tu étouffes. Et à travers Véronique, qu'on suit dans le cadre du documentaire, bien, on le voit. Ça prend forme, ça prend vie. Une jeune fille qui vit pas avec ses parents, qui est à Boucherville la semaine, qui est dans le sport-études, qui patine de midi à 4 heures tous les jours. C'est beaucoup, là. C'est quand même... un investissement, beaucoup. Puis c'est sûr qu'il reste des choses du sport. À un moment donné, tu poses beaucoup de questions. Tu sais, moi, je viens d'un minding. Tu sais, c'est une chose que je retire beaucoup de ça. Je viens d'un minding bien sportif. J'ai toujours aimé le sport. J'ai été dans des équipes de sport toute ma vie.
Puis il y a quelque chose là-dedans qui est très dans travail fort. Ouais. Si tu travailles, ça va passer. C'est Si vrai. tu travailles, ça va réussir. Joue en équipe, écoute le coach. Le coach, il dit pas tant que t'es bon, t'es belle. Tu sais, c'est comme, hey, ça te tente pas de tabarnak, mais tu vas t'asseoir sur le bout du banc. Il y a cette façon de voir la vie est très, très, très imprégnée dans moi. Mais les jeunes d'aujourd'hui fonctionnent pas nécessairement comme ça non plus. Ça veut pas dire que nous, on devait fonctionner comme ça. Tu sais, il y a tout un recalibrage à voir, puis mais là, on le voit plus dans le coaching moderne. Tu sais, c'est comme on coach pas tout le monde de la même façon. Mais mettons, l'époque Scotty Bowman, mes parents étaient de ces années-là. Tu posais pas tant la question à l'enfant, comment tu te sens là-dedans. C'était comme, hey, veux-tu bien faire ce que je te dis? Tu sais, aujourd'hui, ben, on le fait différemment. Mais tu sais, Louis, t'approches l'angle du coaching. Si ça a changé, moi, ce que je retiens du moins du documentaire, puis je parlais d'introspection parce que j'ai été le père imparfait, puis j'ai été le père crinqué, puis un moment donné, c'est mes parents qui sont grands-parents qui m'ont ramené à l'ordre quand je coachais parce que bien fort d'un aréna, j'avais fait un speech, puis j'en voulais à l'autre équipe. Tu sais, bref, c'est beau, là, c'est pas mon moment de thérapie. Mais là où je veux en venir, c'est qu'on oublie parfois que nos plus grandes défaites, en tout cas moi comme athlète, j'essaie de m'en rappeler, que mes plus grandes défaites, mes plus grands échecs ont été les moments les plus formateurs de ma vie. C'est ça qui m'a façonné. C'est tellement vrai. Si je suis la personne que je suis aujourd'hui, là, c'est parce que je me suis cassé la gueule, je me suis pété le nez, puis je me suis fait dire justement que j'étais pas à la hauteur. Puis j'ai comme l'impression qu'en parent hélicoptère que je suis, là, parce que ça a l'air c'est le nouveau terme, là, Marc-André m'a dit ça, là. En parent hélicoptère que je suis, on dirait que j'essaie de protéger mes enfants de ça. Ça se peut-tu que c'est ce qu'on fait un peu, notre génération? Ben, complètement. T'as la bonne terminologie. C'est un parent hélicoptère. Ou est-ce que on veut éviter que nos enfants fassent des erreurs? Fait que, tu sais, c'est ça pareil. C'est dans tout, là. Tu sais, c'est comme prendre des cours d'anglais, des cours d'espagnol, puis des cours de piano. Puis tu vas jouer au hockey. Tu aimes le hockey, tu vas jouer 12 mois par année, puis tu vas faire du power skating. Parce qu'il faut que tu connaisses l'échec. On va surtout parler de Tom Brady, puisque, tu sais, on parle d'un athlète à qui ça tente tout le temps, puis un athlète qui respire la passion. Je sais qu'il y en a qui adorent Tom Brady, comme Louis, puis il y en a qui adorent l'haïr, comme Pierre, mais ce gars-là ne laisse personne indifférent de par sa passion pour le jeu qui fait en sorte que lui, il est comme le bon vin, le plus vieilli, on dirait meilleur il est. On avait des doutes quand il est passé aux Buccaneers de Tampa Bay, finalement, il a fait taire tout le monde en gagnant un Super Bowl. Là, moi, ma question, c'est, est-ce qu'en dessous de ton hoodie des Pats, t'as un t-shirt des Bucks? Non, j'ai pas. Donnez-moi juste une petite seconde. Comme l'impression que c'est pas une pause. Non. Évidemment. Bon. Voilà. Je n'ai que du Tom Brady. Fidèle aux Pats. Oui, je suis fidèle aux Pats. C'est un casque que j'avais acheté en 2006. Fait que c'est pas d'hier que je suis fan du monsieur. Fait que mon bureau a beaucoup de choses. Ben, c'est pas vrai, en fait. De l'autre côté, j'ai Laurent et Gary Carter. J'habite sur Gary Carter. C'est vrai? Ah oui? Oui. Ben, sur la rue. Gary Carter. Oui, non, je venais pas loin du stade. Ben là, au moins, je te rejoins. Mais donc, ça pour dire que non, je suis pas un fan des Buccaneers. Comment tu peux être un fan des Buccaneers? Je comprendrais jamais ça. Mais là, ils ont beaucoup de monde j'aime beaucoup Tom Brady. Mais tellement de respect pour lui. Si tu peux pas continuer comme ça. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne l'aiment pas. On me dit qu'il y a des gens qui l'aiment moins. Mais moi, je lui vois un énorme respect parce que d'année en année, de maintenir ce niveau d'excellence-là, puis c'est pas il n'y a pas de hasard. Il a quand même choisi son équipe. Tampa Bay. T'as dit, on avait des doutes. Moi, j'en avais, puis j'en avais pas, là, dans le sens que pour regarder tous les matchs des Patriotes, il n'y avait personne à qui lancer le ballon la dernière année. Et là, il a choisi son équipe où finalement, je pense que mon fils de 16 ans aurait été capable de faire 32 touchés. Tu laisses encore les athlètes? Oui, j'aime pas ça. Non, mais j'imagine un peu. C'est-à-dire qu'il y avait une équipe très forte. Il y avait quand même un groupe de receveurs particulièrement efficace. Fait que je m'attendais à ce qu'il soit bon, mais... avoue, Pierre, qu'il est très bon. Oui, mais je vais laisser Andréane terminer, mais je
Je vais nuancer après. Je voulais juste... Le mot à la mode. Là, je fais mon introspection à la mode. Après ça, je vais nuancer. Ben oui, c'est dur de faire une introspection avec un morceau de fromage sur la tête. Non, j'ai pas le morceau de fromage sur la tête. Moi, je n'ai que le frigo des Packers dans mon bureau. Sérieusement, je reconnais à Tom Brady ce que tous ceux qui ont... Je reviens à l'exemple de Michael Schumacher. Il y avait la moitié de la planète qui l'adorait, la moitié de la planète qui le détestait. Mais le fil conducteur, c'est que, tu sais, amour-haine, là, c'est un petit fil de fer, hein. Alors, je suis capable de reconnaître tout ça. Puis écoute, moi, j'ai un pied à terre à Tampa, Louis. J'ai un gros faible pour les Buccaneers, pour le Lightning, pour les Rays, que je suis allé voir souvent, à peu près tout seul dans le dôme, en banlieue, à Clearwater. Et puis, mais sérieusement, je suis capable de le reconnaître. Ce qui me fait mal, moi, comme partisan des Packers, mais je suis avant tout un amateur de football, oui, incidemment. Là. Oui. Bon. Ce qui me fait mal comme partisan des Packers, c'est que Aaron Rodgers, très différemment, aura aussi été un très grand carrière dans l'histoire de la NFL, dans des contextes plus difficiles que Tom Brady. On peut aimer ou pas aimer Bill Belichick. Il y a eu un entraîneur exceptionnel en Belichick. Aaron Rodgers a eu des pas bons comme entraîneur. Ils ont jamais compris. Non, mais il n'y a jamais eu d'entraîneur capable de baser des plans de match sur le joyau qu'ils avaient entre les mains. Le dernier en séquence, c'était Mike McCarthy. Et en plus, qu'est-ce que tu veux? Tu dois l'admettre, Louis, la section Est de la AFC, c'est pas mal moins fort que les brutes de la section qu'on appelait à l'époque blue and gray, là, bleu et grise, les Vikings, les Lions, les Bears. Alors, il y a eu des défis qui ont été plus grands ou des barrières qui ont été là dans la carrière de Rodgers. Puis c'est parce que on en vient souvent, Louis, à comparer un ou l'autre. Je pense que c'est pas nécessairement le terrain où il faut aller. Alors, je reconnais son mérite un peu à la Schumacher, mais je saigne un peu dans mon admiration que j'ai pour Aaron Rodgers. Je pense que c'est une symphonie inachevée, Aaron Rodgers. Hey, Louis, est-ce que ton fils... Oui. Ton fils a 16 ans. Tu as raison, sauf que tu te rends pas 9 fois au Super Bowl. Non, je comprends. Ce que tu évoques peut répondre à 1, 2, 3 saisons. Ouais. Peut-être pas 9 fois. Je suis d'accord avec toi. Hey, ton fils est rendu à 16 ans? Oui. Est-ce qu'il trippe encore de s'écouter imiter Pierre Roud au début du hockey du Canadien à RDS ou si c'est un vieil vieil habitué maintenant? Non, on a fait une photo ce week-end même avec lui 16 ans et lui tout petit parce qu'évidemment il y avait 12 ans, il y en a 16 aujourd'hui. Wow. Fait que ça change, c'est des années où tu changes énormément là. Il était tout petit là aujourd'hui, il y a une moustache. Fait que ils ont tout ça. Ah, j'en ai 2 moi, 17, 19, c'est tulette. Non, mais il trippe autant, puis il s'en fait beaucoup parler. Et l'affaire la plus drôle, c'est que Justin est un fan fini des Penguins de Pittsburgh depuis toujours, tu sais. Fait que mais il aime le hockey. Moi, je suis beaucoup le Canadien. Fait qu'il regarde beaucoup de matchs du Canadien avec moi. Moi, je pense que cette année, à cause des décalages horaires et tout, j'ai regardé plus de matchs des Pingouins que du Canadien, mais il adore Sidney Crosby, puis Christopher Letang, il habite pas loin de chez nous à Boucherville, fait que il sait à quel point Justin capote sur les Pingouins de Pittsburgh. Et à finale de 2016, après San Jose, il était revenu au Québec. Il avait amené un bâton avec lequel il avait joué pendant la finale. On est allé voir jouer les Pingouins. Sidney lui a remis un de ses bâtons. On est allé à Pittsburgh dans le vestiaire. Il a pu s'asseoir dans le casier de Sidney puis jaser avec Malkin, Murray, Christopher. À l'époque, Kessel était là. Il capotait sa vie. Moi, je regardais juste Mario puis Pierre Larouche. C'est différentes générations. Hey, écoute, moi, j'aurais cherché Hank Basson, mais peut-être qu'il n'aurait pas été là. Là, Pierre, tu vas faire la moitié du monde. Regarde, ça ne tente pas. Là. Oui. Mais non, de ça pour dire que c'est un grand fan de hockey encore aujourd'hui. Il adore le hockey. Fait que c'est un privilège. Puis quand il s'en fait parler, il est toujours très, très fier d'être là dans l'ouverture des matchs. Et moi aussi, je dois dire que je suis très fier de l'entendre sur ta voix et puis de l'entendre de le voir avec la musique
la soirée du hockey, puis c'est des matchs du Canadien, c'est particulier. Mon père qui a 72 ans, là, qui a grandi avec le Canadien, puis cette chanson-là, quand il a vu Justin la première fois dans l'ouverture des matchs du Canadien, avec la toune, puis les joueurs, les yeux dans l'eau, tu sais, il en revenait pas. Juste savoir, là, l'été s'en vient. Tu vas faire quoi, toi, Andréane, surtout? Je vais m'entraîner beaucoup, puis je fais beaucoup de randonnées. Moi, je fais de la randonnée? Je suis une passionnée de randonnée pédestre? Randonnée pédestre. Oui, toi, Marc? Je vais courir dehors pas mal. Ouais, toi, tu cours. OK, ben moi, j'ai hâte au golf. Louis, et toi, pour toi, c'est quoi? Moi, je ne cours plus parce que mon dos ne le supporte plus. D'ailleurs, j'ai mon bureau debout. Je vous parle debout. Comme ça, mes trop d'hernie discale. Mais sinon, ça va être le golf. Ouais, j'adore le golf. J'aime beaucoup. J'aime regarder le golf. J'aime jouer au golf. Je dirais même que le golf m'a beaucoup aidé à travailler sur ma personne, me calmer avec les années. Je ne sais pas trop si c'est le vieillissement qui a fait que ça m'a calmé ma game de golf, mais je sais que à travers le golf, il a fallu que j'apprenne à relaxer, à me donner un break, à améliorer ma game mentale. Tu sais. Puis le tennis aussi me fait beaucoup ça parce que je joue au tennis aussi. Tennis, j'ai tendance à me sortir du match moi-même. Mes amis avec qui je joue sont comme, ils savent, font comme quand tu commences à te parler, on sait que t'es fini. On sait qu'on va gagner. Mais il va falloir que tu me donnes tes trucs parce que moi je suis pas mal plus vieux que toi, puis j'ai pas appris à me calmer au golf. Non, j'ai joué au golf avec Pierre, il est pas calme. Hey Louis, en terminant, tu sais que ce qu'on a le droit de faire dans notre balado, dans notre web diffusion, puis ce qu'on veut faire, c'est te permettre de nous dire comment on peut t'aider. Alors qui on pourrait aider on pourrait aider ta fondation peut-être en invitant les gens à y participer comme nous on le fait et comment le faire? Comment j'ai différentes façons. Présentement, on ouvre la première maison de la Fondation Véro et Louis là, au mois de mai-juin. Les premiers résidents arrivent. Donc, c'est sûr qu'il y a une campagne de financement avec des chandails différents comme toi. Il y en a encore des t-shirts disponibles sur le site de la Fondation. Il y a une autre campagne cet automne. Il va y avoir un spectacle bénéfice. Et puis, il y a toujours des dons qui peuvent être faits sur le site. Fait que ça, c'est sûr que l'argent qui est versé à notre fondation, ça en va directement. Nous autres, le thinking derrière ça, c'est juste de dire, Véro et moi, puis nos collaborateurs, on s'arrange pour couvrir les frais fixes et les dons du public s'en vont directement à aider les adultes autistes et les familles d'adultes autistes qui vont venir vivre avec nous. Fait que il y aura jamais assez de gens dans le wagon. Le plus on est, plus on va aider. Écoute, ma sœur est deux pieds, pas à peu près là-dedans. Elle te dit un gros merci. Si on avait un mot pour qualifier Louis puis le remercier, Andréane, ce serait quoi, Louis Morissette, pour toi? Louis Morissette, c'est un passionné. Passionné? Passionné. Son intensité. J'adore son intensité. Équilibré. Parce qu'on se remet à la barre haute. Il ne faut pas que l'intensité soit hors norme. L'intensité, oui. Est-ce qu'on peut me permettre de joindre deux mots? Oh, c'est-tu triché, ça? Tom Brady. J'allais dire Aaron Rodgers, mais je dirais l'humour intelligent. Et ça, c'est toute une fine ligne de démarcation. On t'envoie plein de bécos, merci. Et à toute ta gamme chez vous, beaucoup. Bien sûr. Ouais. Et puis, amusez-vous, Louis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous autres. On est très, très, très touchés de ça. Mais très fiers. Merci beaucoup, Louis. Merci, Louis. Merde avec votre projet. C'est un grand plaisir. Salut. Salut. Non, mais sérieusement, Louis Morissette, c'était vraiment intéressant. Mais tellement généreux. J'ai l'impression qu'on aurait pu développer sur l'anxiété de performance, qui est un des... On va le dire, là, qui est peut-être le mal de la génération. Tu sais, t'as fait allusion à ta fille. Mon garçon vit sa première année d'université sans quitter sa chambre. C'est fou. C'est impensable à 19 ans. Ça, c'est pas négligeable, ça. Exact, exact. Et il vit plus d'anxiété de performance que jamais, alors qu'il ne côtoie pas les gens avec qui il est en compétition. Et la compétition, c'est lui qui se l'imagine. Non, bref, vraiment. Mais j'aurais jasé des heures de temps. Non, mais c'était super. Ce qu'on voulait absolument faire, à ma parole, c'était vous donner votre parole. Et puis, vous êtes très généreux de vos questions. On s'est fait l'engagement, tous les trois, de jamais les regarder d'avance. Surprise. C'est une surprise. Suspense. Et c'est choisi aléatoirement parmi les milliers de questions qui nous sont parvenues. Les dizaines de milliers. Voilà. Mais ce que je tiens à vous montrer, c'est que même nos questions sont à distanciation. Oui, c'est vrai. On respecte les 2 mètres. Voilà. Bon. Mais pour que ça soit encore plus aléatoire,
c'est que, un va le lire, mais va le destiner pour commencer à un de nous trois. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, Andréane, fais-nous l'honneur. Je commence. C'est la première question. Alors, une question de Noah Saint-Pierre de Québec. Question pour Pierre. Oh. Quel est votre plus grand passe-temps à l'extérieur du travail? Aïe, mon plus grand passe-temps à l'intérieur du travail. Ben écoute, ça dépend. L'extérieur. Oui, à l'extérieur. Ça dépend des saisons. Évidemment, l'été, c'est le golf et la moto présentement. Mais je dis la moto présentement parce que ma grande passion, c'était l'aviation. Alors, c'était mon principal loisir à l'époque, mais je n'en fais plus. C'est tellement devenu compliqué, ça demande tellement de temps. Alors, c'est le golf et la moto l'été. Et vous allez me trouver plate, là. J'ai pas beaucoup d'autres passe-temps en hiver. Ah, t'es bien plate. Est-ce que tu manquerais de temps par hasard l'hiver? Autre que essayer de m'entraîner, essayer de garder la forme. Mais je dirais que comment je me détends, c'est peut-être une façon de répondre à la question. Dans mes 9 mois ou mes 8 mois très intenses, j'ai découvert le goût de faire la cuisine. Ah oui. Mais attention, je suis un cook, pas un chef. Comprenez-vous la nuance? Ah ouais. Comme moi, je suis plongeur. Et tu parles pas de ta piscine? Non, pas dans la piscine, dans la cuisine. Alors, c'est très différent. Je n'ai aucune prétention. Puis, je vous le dis, je suis pas gastronome. Je suis comfort food. Moi, vraiment, c'est ça qui me fait plaisir. J'ai appris à faire de la cuisine santé, mais comfort. Hein? Et puis, écoute, j'adore la télévision. Je sais qu'on en fait, mais j'adore regarder autre chose à la télévision, des shows de musique et ainsi de suite. C'est pas scripté, là, mais l'aviation, il faut que je revienne à ça, OK? Bon, non seulement j'en ai entendu parler beaucoup parce qu'on est assis ensemble dans l'avion du Canadien. Je suis désolé, Pierre, c'est là que tu passes au cash. Je dois être fatigant. Non, mais la meilleure histoire d'aviation, parce que ce qui vient avec l'aviation, c'est la météo. Et ça fait pas très longtemps qu'on a commencé ensemble. Et lors d'une fin de semaine, on doit se diriger le lendemain à Ottawa par nos propres moyens, en voiture. Et je récupère mon garçon Oli, qui à cet âge-là doit avoir 8 ans. OK? D'un match de hockey, puis je le ramène à la maison. Mais Pierre m'appelle, ou il essaie de m'appeler, et je le rejoins. Et Pierre est sur mon speaker. Mon garçon est impressionné, c'est Pierre, puis je commence à faire ce boulot-là, première ou deuxième saison. Et Pierre de dire, Marc, fais attention. Il annonce un cocktail de marde dans les prochaines 24 heures. Et à ce jour, premier juré, Oli s'en souvient encore très bien. Est capable de raconter cette histoire-là. Et je lui ai expliqué que par son background d'aviation, Pierre était connecté avec la météo. Et c'était très gentil son appel. J'adore il était pas en train de me chicaner, il était en train de me dire de faire attention qu'il y avait un cocktail de merde annoncé par la météo. Fait que je voulais... Pierre, c'est ça, je voulais pas t'avertir, mais à ce jour, Oli se rappelle. Hey, le parent marâtre encore. Là, c'est pas le parent, mais c'est l'influence sur les jeunes de 8 ans. Est-ce que j'avais raison ou non? T'avais raison. Ça a pris 3 heures de se rendre à Ottawa le lendemain, mon sait. Non, mais c'est vrai. Je suis passionné. Je fais des choses par passion. Et c'est vrai, quand on est pilote, on devient météorologue. Ah, ben, c'est sûr. Alors, ça se peut, mais, Marc, merci de me rappeler ça. Je suis un petit peu gêné. C'est ça, ma parole. C'est pas toujours la parole. On salue, Oli. C'était ta parole, cette OK. Marc, vas-y donc pour... Je vais. Notre question de Louis. De Ville-Mercier. De Ville-Mercier. Question pour Pierre et Marc. Comment vous avez fait pour bâtir cette chimie et ce calibre que vous avez tous les deux ensemble? C'est quand il m'appelle pour me parler de son cocktail de marde. C'est ça. C'est sûr que ça aide. C'est comme ça, je sais pas. C'est difficile à expliquer, je sais pas. Ben, en fait, encore là, ça se travaille à tous les jours, je pense. Oui, et ça se travaille à tous les jours. Oui, ça se travaille, ça se dirige, ça s'oriente, mais je veux t'entendre là-dessus parce que toi aussi, tu travailles avec des collègues. Ouais. Et tu en développes de la chimie aussi à RDS, entre autres, et à la radio. Mais ça ne s'invente pas. Ça ne peut pas s'acheter à la boutique sur la rue Saint-Charles, à la boutique Le Gérant. Ça ne peut pas s'acheter sur une tablette. Mais j'aime ce que Marc dit. Ça s'alimente tous les jours. C'est comme une relation entre couples. Ben, vous êtes comme un vieux couple, là, c'est avec exactement les années. ça. Puis comment ça s'alimente? Lui vieux, puis... Ouais, c'est ça. Toi, juste couple. Plus vieux. Plus vieux. Mais ça s'alimente. Et comment on l'alimente? On l'alimente par le travail, par l'engagement, on l'alimente par faire ses devoirs, par la confiance qu'on veut projeter à l'autre, qu'on est prêt, qu'on est sérieux, mais qu'on va s'amuser aussi, puis qu'on va rester humain là-dedans. OK, mais comme un vieux couple,
Y en a-tu un qui a une manie qui tape ses nerfs de l'autre? Y a-tu quelque chose, là? Vous êtes tout le temps ensemble, là, toute la saison, sur la route, dans l'avion. Mais honnêtement, moi, là, personnellement, ça se rend jamais là. Puis, tu sais, Pierre a un statut, une présence. Et quand les gens nous voient interagir, quand on n'est pas dans les zones, s'il y a quelque chose, je le dis immédiatement. Je pense que ça, c'est quelque chose. Et parfois, ça fait reculer. Les gens n'en reviennent pas que... Mais Pierre, elle l'accepte très bien. C'est un gars qui est tellement ouvert et flexible là-dedans. Tu sais, il n'y a pas le choix. Ça fait 40 quelques années, je ne vais pas te vieillir, 45 ans qu'il fait ça. Moi, ça fait 10 ans là, que je travaille avec lui. Puis il a été flexible, m'a accepté dans mes défauts. Parce que moi, tu sais, c'est beau, là, je comprends le hockey, mais les communications, c'était pas mon bag. Fait qu'il y a un petit peu de tout ça. Fait que, oui, c'est sûr qu'on doit se taper ses nerfs. Mais permets-moi une réponse, pas une réponse de politicien. Ça arrive pas souvent qu'on se tombe sur les nerfs parce que ce qu'on fait, c'est qu'on se laisse chacun nos territoires. Tu sais ce que je veux dire, là? Ouais. Puis il faut faire ça quand on est aussi souvent ensemble. C'est comme avec l'équipe de production. Parfois, là, il faut... Tu sais, là, il faut que tu aies souper tout seul un soir. Oui. Puis il faut pas commencer à penser que c'est contre nous autres. C'est ça. Alors, on se laisse beaucoup notre terrain. Puis on a beau être voisins dans l'avion du Canadien, c'est comme s'il y avait un mur entre nous deux. Moi, j'ai mes habitudes dans l'avion, Marc a les siennes, puis on a nos écouteurs, puis on s'achale pas, comme on dit. T'sais. Qui dort le plus en avion? Marc, assurément. Je suis incapable. Plus, oui. Je suis un pilote. C'est ça, toi, t'es non. Je suis un pilote, et puis j'ai toujours mon instinct de pilote. Je veux savoir où on est rendu. Je veux savoir... dans l'avion, on a l'Élysée du Canadien de temps en temps. C'est un peu plus flexible. Moi, je suis incapable de dormir. Même s'il vol est 5 ou 6 heures. Lui, c'est mon idole. Moi, je suis capable de dormir. Puis bien souvent, je fais du rattrapage. Fait que là, on est en train de répondre à 8 questions. Finalement, c'est moi qui écris les questions parce que j'en ai plein. Andréane Barbeau, on va savoir. Andréane. Oui. Tu as déjà été sur le beat du Canadien. Moi, c'est là que je t'ai connu, d'ailleurs. C'est vrai, en 2017. Et aussi dans la Ligue junior majeure du Québec. Oui. Peux-tu nous dire, ça se passe comment en 2021? Très bonne question. Pour une femme, dans les fameuses chambres, comme on dit, dans les vestiaires, là où on va chercher, où je te dis, on allait chercher les entrevues, les scoops, les... on n'est pas dans l'ancien-compte. Ça, faut s'enlever. On n'est plus dans cette époque-là. Pas au hockey, en tout cas, là, j'ai pas fait de vestiaire de NBA puis de NFL. Mais je veux dire, au hockey, les joueurs sont tous habillés maintenant. Puis il faut savoir aussi que c'est l'organisation qui va amener les joueurs dans le vestiaire. Donc tout est coordonné. Qu'on soit un homme ou une femme, là, faut juste se sentir à sa place dans son travail. Puis je pense que d'être une femme dans le milieu sportif, ça se fait de mieux en mieux avec les années. Les athlètes deviennent de plus en plus habitués de toute façon. Aussi, ouais. Il va toujours en avoir des déplaisants. Clairement, là, mais c'est une minorité. Déplaisant sur quelle base? Moi, il y a déjà un joueur que je ne nommerai pas, puis c'est pas un joueur du Canadien, là, mais que avant juste une entrevue en direct, a fait bien exprès de regarder mes fesses. Mais vraiment donc de façon... Donc, tu parles vraiment là, sur ce point de vue-là. Oui, sexiste. Là. Oui. Ah, oui. Ou qui voulait juste être déplaisant, parce que je me dis, ce gars-là est marié, probablement des enfants, tu dis, il ne doit pas avoir une... Mais en 2021, c'est arrivé, c'est là, c'est encore présent. C'est encore là, mais c'est une infime minorité. C'est juste que malheureusement, comme n'importe quelle mauvaise expérience dans la vie, on se rappelle de ces moments-là. Mais sinon, la majorité du temps, ça se passe très, très bien. Là. Puis même dans le junior majeur, j'étais pas la première femme à être sur le beat, là, mais il y en avait très peu. Et il y en a encore très peu. Puis c'est sûr là, qu'il y a des fois, il y avait quelques incidents, mais encore là, on rentrait pas dans les vestiaires. Mais c'était quoi la relation avec les ados? Parce que ce sont des ados. Des jeunes adultes. Mais tu comprends ce que je veux dire. Oui, surtout au début, c'était particulier parce que moi, quand j'ai commencé en 2007, j'avais 22 ans. Les plus vieux ont 20, donc sur le 21, j'étais très proche. Puis à ce moment-là, tu vois, déjà, c'était Richard Martel qui coachait à Chicoutimi, qui avait dit, on va faire sortir les joueurs de la chambre. Mais avec les années, c'est devenu la norme. À moins que tu me dises, Marc, pas mal partout. Non, c'est maintenant comme ça. C'est maintenant comme ça dans le junior, mais la question est pertinente parce que le centre Marcel Dionne n'est pas le centre Bell. On aime beaucoup les gens qui s'occupent des communications, mais c'est pas comme dans la Ligue nationale de hockey. Fait que des entrevues rock'n'roll, on a déjà entendu Stéphane Leroux en parler, tu as dû en faire quelques-unes. Je me rappelle, tu vois, encore là, j'étais rentrée dans un vestiaire, puis le joueur avec qui je parlais, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait un fou rire, il retenait un fou rire, et là, juste du coin de l'œil, j'ai vu que tous les gars dans la chambre avaient laissé tomber la serviette. Ah oui? Oh! Fait que là, j'ai fini mon entrevue, en le regardant dans les yeux, puis après ça, j'ai pris mon téléphone comme si j'avais reçu un appel.
Puis je suis sortie du vestiaire, puis après ça, je suis allée voir la personne qui s'occupait des communications de l'équipe en lui disant, tu sais, c'est parce qu'on peut pas travailler dans ces conditions-là. Puis de toute façon, l'organisation était pas tellement fière de ce que les joueurs avaient fait, mais ça reste des jeunes hommes de 16 à 20 ans. Mais après ça, de toute façon, avec les années, on a arrêté de rentrer dans les vestiaires. On demandait les joueurs, puis on nous les sortait dans le corridor, puis avec la caméra aussi, de toute façon. Puis il y a des mineurs là, dans le vestiaire, donc il faut aussi faire attention. J'ai vécu l'évolution aussi du changement du vestiaire. Et maintenant, la chambre des joueurs n'est plus un endroit où on change. Où il y a des entrevues, où il n'y a rien. C'est maintenant un peu stagé pour absolument. Les médias et pour porter l'équipement, l'armure. Parce que le reste, là, les sous-vêtements, l'activation, notre linge de rue là, dans lequel on arrive, c'est dans d'autres compartiments où personne n'y a accès. Ça a beaucoup évolué en ce sens-là. Mais est-ce que le déplaisant, c'est le déplaisant qui serait avec un Pierre-Route qui pose une question aussi, parce qu'il y en a des déplaisants. Une nature un peu belliqueuse, là, pour pas dire baveuse. Oui, je pense que oui. Il y en aura tout le temps. Mais la majorité, que ce soit dans le junior ou dans le pro, et les athlètes et les coachs, même que des fois, j'ai le goût de dire, pas paternaliste, j'irais pas jusque-là, mais combien de coachs m'ont plus protégé, justement, parce qu'ils voulaient pas être trop rough ou trop dur avec moi. Moi, je me disais, vas-y, là, moi, ça m'impressionne pas. Mais tu sais, Andréane, moi, ça fait 32 ans que je suis que je décris le hockey, donc je vais aux entraînements du matin la plupart du temps, donc j'ai accès au vestiaire, puis je dois aller au vestiaire parce que parfois c'est pour une prononciation, parfois c'est pour en savoir un peu plus sur un athlète et ainsi de suite. Et c'était aussi très différent à mes débuts. C'était beaucoup plus accessible directement. Ouais. Mais j'ai toujours détesté me retrouver là. Dans le vestiaire. Pour vrai? J'ai toujours détesté ça. Je me suis dit, c'est pas ma place. C'est ça le syndrome de l'imposteur? Non, ben oui, un peu le syndrome de l'imposteur. Oui, Marc, parce que je vais te dire, tu vas me comprendre. Quand on est dans notre bulle, toi puis moi, puis qu'on décrit notre match, ou que tu fais le football les fins de semaine, aimes-tu ça avoir du monde qui vient te regarder travailler, puis qui voudrait te parler, puis tu veux être dans ton univers? Et oui, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Merci à l'ère moderne, où on a séparé tout le côté intime des joueurs, là, hygiène, tout le côté thérapie, et ainsi de suite. On a séparé ça, puis finalement, quand on est dans le vestiaire, ben c'est pas plus agréable pour moi, mais au moins, il y a une ligne de démarcation. Fait que tu vois, c'est pas juste une question de gars ou filles, là. Mais je te suis aussi parce que quand on va dans les chambres visiteurs, les vestiaires sont souvent plus petits aussi, ou dans les arénas de pratique. Puis je me rappelle, j'avais couvert la série Washington-Pittsburgh, donc l'année que j'étais sur la LNH, puis tu sais, les gars qui sont assis autour de Sidney Crosby, là, c'est parce qu'à chaque fois qu'ils arrivent à leur casier, il y a jamais de place. C'est ça, jamais changé. Il y a jamais de place parce qu'il y a plein de journalistes, puis tu sais, Sidney Crosby, c'est un scrum, lui, il demeure assis pendant ses scrums, donc on est comme 3 rangées, là, on est à genoux par terre, il y en a un qui est un petit peu plus haut, puis là, les caméras sont au-dessus, puis on fait un demi-cercle qui est énorme, et donc les 2-3 casiers autour, pauvres eux autres. Je me dis, c'était insupportable. Tu sais, où j'ai vu l'équivalent, quand les francophones arrivent. Oui. Alors, à Buffalo, on allait voir Martin Biron, mais c'était Andrew Peters à côté de lui, tu sais, le dur à cuire, puis il était drôle comme tout. Il est hilarant. Il est hilarant. Et là, écoute, les blagues qu'il nous a faites quand il nous voyait arriver, bon, « Hey, les Frenchies, comment ça va? » OK, écoute, il m'en reste une ici. Ah, tiens, on me demande ce que je fais après un match de hockey. Mais ça, Marc, tu pourrais répondre aussi tantôt, ça va être amusant. Andréane, t'as été avec nous sur le beat, comme on dit. Qu'est-ce que tu fais, Pierre, après un match de hockey? OK, ben ça dépend. Alors, non, en fait, ma réponse, il y en a juste une, peu importe l'heure. Évidemment, on fait beaucoup de radio, Marc et moi, le matin. Alors, la radio du matin, à un moment donné, il faut que tu aies un minimum de 5 ou 6 heures de sommeil. Il y a des fois où c'est carrément impossible, mais je répète, quelle que soit l'heure, puis ça s'applique même à un Grand Prix de Formule 1 en pleine nuit. Moi, j'ai besoin de mon moment de détente dans mon petit bureau. C'est pas très grand. Chez nous, on est en condo, là. Et puis, mais j'ai besoin vraiment de mon fauteuil puis de mon téléviseur. Puis j'ai besoin de mon verre de vin. Puis des fois 2. Je l'admets. C'est mon plaisir coupable. Souvent, c'est un blanc. C'est pas une grosse admission, là, 2 verres de vin, là, t'as le droit, ça va, Pierre. Souvent, c'est un blanc pour commencer. Mais j'aime les 2 couleurs. Je commence avec un blanc. Ça me, je sais pas, ça m'amène quelque chose de satisfaisant. Puis je termine avec un rouge. Ça, c'est plus apaisant. Et là, c'est vraiment, vraiment un aveu. Je cherche des infopubs. Ça, j'allais dire, t'as besoin de ta carte de crédit aussi. Attends, je cherche des infopubs. Tu cherches des infopubs? Attends, pas n'importe lequel. Je cherche pas le docteur O, le docteur O avec son truc électrique, là. OK, mais quoi? Non. Je cherche des infopubs
d'outils de cuisine. OK. Et je me confie et je me confesse, au retour d'un match à l'étranger, il était 3h15, 3h20 le matin, et je regardais une infopub sur les poêlons Copper Chef. Oh! Et qu'on remercie, qu'on salue. Est-ce que c'était l'effet du verre de vin ou non? Je me suis dit, non, faut que je l'achète, ça n'a aucun bon sens. Non, ça se peut pas. Non, faut que j'achète le Copper Chef. Alors, je prends le téléphone. T'as appelé? J'ai appelé le numéro 1-800 machin, et puis j'aboutis, je sais pas où, aux États-Unis, et là, je me fais offrir le poêlon carré, qui vient en léger surplus, je me fais offrir les ustensiles, le panier à frites, ou le panier gouttoir. Je dis, mettez-moi tout ça. Et puis, j'achète ça. Et là, je me dis, ça va arriver dans une petite boîte. T'aurais dû voir la livraison qu'on a reçue. Évidemment, ma conjointe de l'époque me dit, on n'avait pas besoin de ça. Mais vous me croyez peut-être pas. T'as pas apporté ton poêlon? Je vous présente le Copper Chef. Et quand le chef en question disait, It will last forever. Regardez la beauté du couvercle, inabîmé. Regardez l'intérieur, à peine teinté. Bon, OK, c'est un petit peu... Mais regarde-moi ça. C'est la preuve que tu t'en sers. Voilà. Alors, j'ai acheté le Copper Chef à 3h20 du matin, même que ma conjointe de l'époque m'a dit, à qui tu parlais à 3h20? Oui. Mais c'est fabuleux parce que c'est le verre de vin même au retour des matchs à l'étranger. Moi, je capote quand il me raconte ça parce que moi... Vous revenez tard, là. Souvent. Oui. Puis les matchs au Centre Bell, là, dans ma console de mon véhicule, j'ai du magnésium puis de la mélatonine que je prends pour être sûr et certain de m'endormir quand j'arrive. Parce que veux pas, on est un peu sur un high. On est encore un peu sur l'adrénaline de la fin du match quand on a des matchs intéressants. Mais moi, je veux dormir parce que je sais que inévitablement, je vais être tôt réveillé le lendemain matin, je vais avoir le temps de lire les journaux, de m'assurer que j'ai rien manqué avant de commencer mes interventions à la radio le matin. Puis, je dors pas dans le jour. C'est une des choses là, que j'avais le plus hâte de me débarrasser quand j'ai terminé ma carrière d'athlète. C'est vrai, la sieste? C'est la sieste. Pourtant, je l'adorais à l'époque parce que c'était à peu près le seul moment où je dormais sans trop d'inquiétude. Puis là, je veux plus dormir l'après-midi. L'après-midi des matchs, peu importe, des matchs tard. Donc, c'est important de dormir le soir. Ouais. Je dors peu. J'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Mais cependant... Il faut que... Fait que c'est ça. Fait que c'est la bouteille d'eau, puis c'est pas le verre de vin du tout. À l'étranger, c'est sûr que je vais me laisser aller. Si on reste dans une ville, le week-end, ça va être clairement différent. Moi, c'est pas 1, puis c'est pas 2, ça peut être 3, puis ça peut être la bouteille de vin, j'aime ça. Puis normalement, tu sais, c'est la IPA avant, puis c'est le Negroni avant de me coucher après. C'est beaucoup trop. Mais après les matchs, c'est dodo au plus sacré. T'es de quel côté tu penses, toi, André? Je suis entre les deux. Je suis entre les deux, honnêtement, parce que ça dépend là, de la situation. Mais c'est vrai, quand on vient de travailler, souvent, on est sur un high. Fait que moi, j'ai besoin, un peu comme toi, Pierre, de relaxer. Décompresser. Quand j'étais sur le beat, le petit verre de vin, la bière, ça, c'était devenu une habitude dont je me suis débarrassée maintenant parce que je vais plus sur la route. Puis là, c'est les matchs des sénateurs, c'est d'un autre angle. Bon, on se couche tard quand même, mais je vais revenir à la maison, je vais relaxer un peu, je vais prendre un moment. Ça peut être aussi niaiseux là, que de faire le café pour le lendemain, là, juste comme retomber dans une espèce de routine plus calme, puis après ça, la petite mélatonine, assurément. Parce que moi, contrairement à toi, j'ai besoin de sommeil. Moi, je suis une dormeuse, je suis de ce genre-là, donc il faut que je surveille mon nombre d'heures de sommeil pour être bien efficace. Ma parole, c'est l'heure de la prolongation. Prolongation, à ma parole, c'est nos coups de cœur de la semaine. Nos coups de cœur, j'en ai des frissons. Marc? Aux grandes dames de ma famille, la pizza hawaïenne. Oh non, t'es pas sérieux. Je suis allé chercher la pizza hawaïenne de chez Gemma, pour ne pas les nommer. Non, mais t'as pas le droit. T'as pas le droit d'aimer ça. Je sais. Et elle est excellente. Et je sais que c'est contre conviction pour plusieurs, mais je l'avoue. Puis mon coup de cœur a le droit d'être un plaisir coupable, mais c'est mon coup de cœur de la semaine parce que pendant que mes enfants cherchaient la pizza avec le meilleur pepperoni possible et que ma femme voulait la crudo avec les pousses de roquette sur le dessus, ben j'avais ma pizza hawaïenne avec mon huile épicée, un autre sacrilège pour certains, et j'ai adoré mon souper. Moi, j'aime toujours ça quand je rencontre quelqu'un qui aime la pizza hawaïenne. C'est vrai? Parce que c'est rare qu'on se retrouve entre nous. Et voilà. Alors, on se commandera une pizza hawaïenne quand les règles nous le permettront. Monsieur Hood. Ben, je suis un des rares, moi, qui aime la réglisse noire. Bon, vois-tu. Voilà. Et moi, pour moi, ça me mettrait hors de moi. Ben moi, mon plaisir coupable ou mon coup de cœur, j'ai un plaisir coupable parce que je sais pas pourquoi, on dirait qu'il y a une pudeur à parler de ça, mais ça fait partie de mon adolescence. C'est que
mon coup de cœur, c'est François Lavoie. Est-ce que vous savez qui est François Lavoie? Non. François Lavoie, présentement, c'est un petit gars de Québec, qui est dans la vingtaine, 26 ou 27 ans. Et François Lavoie est un gradué de Wichita State, un diplômé de Wichita State évidemment, en administration. Oui. Là, il y a un major, comme on dit. Mais son sport-études, c'était les quilles. Oh! Le bowling. Évidemment, aux États-Unis, on joue aux grosses quilles. Ouais. Et François expliquait qu'il est allé vers les quilles parce que c'était un petit gars qui jouait au hockey, comme tout le monde. Il a arrêté sa croissance à 15 ou 16 ans. Puis il est resté menu. Puis j'ai rapidement compris que j'avais aucun avenir en hockey. Puis j'ai commencé à jouer avec mes parents quand j'étais tout jeune et tout ça. Et moi, j'ai fait la même chose avec mon père. Mes grands-parents habitaient tout près à Ville-Saint-Laurent, donc on était tout près du salon Laurentien, dont le propriétaire était Irving Grundman, l'ancien directeur général, au Grosse Quay. Oui, le plus grand centre au Canada. M. Grundman était propriétaire de plusieurs salons à Montréal. Et j'ai commencé à jouer à 10 ans, puis j'ai commencé à jouer dans des ligues. Mais des ligues vraiment structurées, là, sanctionnées par la Fédération américaine junior et ainsi de suite. Wow. On avait des coachs, on avait des tournois tous les samedis après-midi après les ligues. Ça a été une immersion anglophone pour moi extraordinaire parce que je jouais plutôt dans l'ouest de la ville. Et François Lavoie, lui, en a fait une carrière. Et François Lavoie a gagné 3 tournois majeurs, dont le US Open à 2 reprises. Et là, il vient de gagner le Super Slam. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les 5 champions des tournois majeurs de cette année et on les a placés dans un tournoi pyramidal. Et qui a gagné encore? C'est François Lavoie. Wow. Alors, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de publicité ici parce que on suit pas vraiment ce sport, mais moi, je peux vous dire, pour l'avoir fait adolescent, et pour y aller de temps en temps encore, tout seul, pour me détendre, c'est extrêmement compétitif et il y a beaucoup plus d'entraînement, puis il y a beaucoup plus de sérieux à l'intérieur de ça. J'entendais une entrevue de François Lavoie, et premier jury, là, j'ai failli prendre l'accotement, alors qu'on nous expliquait que la façon dont les planches sont huilées sur les allées influence la façon dont on va choisir la trajectoire. Absolument. C'est vrai, à ce Parce point-là. qu'honnêtement, moi, c'est le plus vite qu'elle se rend là-bas et le plus de dommages que je peux faire. C'est comme ça maintenant. C'est parce qu'à une époque, les allées étaient faites de bois. Et les boules étaient faites soit de caoutchouc, soit de plastique. Il y avait pas d'autres nuances. Qu'est-ce que tu devais faire avec le bois? Tu dois l'huiler, le bois, tu dois l'entretenir. Puis une fois par année, le salon de quai fermait ses portes pour une semaine. Il passait la gratte, carrément. Puis là, les allées étaient beaucoup plus pâles soudainement, puis tu revenais. Puis bon, là maintenant, tout est en synthétique, en uréthane et tout ça. Et on a délibérément des patrons d'huile pour donner des défis aux joueurs. Et les patrons d'huile... J'en reviens pas. Et les patrons d'huile portent des noms de grands skieurs. Pour le vrai? C'est vrai? T'as le patron Mike Holby, t'as le patron Don Carter. En fait, si vous allez sur les médias sociaux, vous allez voir ces grands noms des quilles aux États-Unis des années 50, 60. Ça, c'est celui qu'on a vu là, crier « Who do you think you are? Alors, ça, c'est Pete Weber. Ça, c'est Pete Weber. Ah, okay, mais son père, bon, Dick Weber, est une légende et lui aussi a son patron d'huile. Alors, mon coup de cœur, c'est François Lavoie. Il mérite qu'on en parle un peu. Il fait pas il fait pas les revenus des joueurs de tennis ou des golfeurs et tout ça, mais il est passionné, puis il est surtout un travailleur infatigable. Il est fait en téflon, puis il fait la barbe aux meilleurs Américains, Australiens et tout ça. Voilà, c'était mon coup de cœur. L'huile sur les allées de quilles, la pizza hawaïenne et les serviettes qui tombent dans le vestiaire des équipes juniors. Honnêtement, C'était ça. on n'avait pas besoin de ça. Là. Et le poilon. C'était ça la prolongation. C'est bon. Fabuleux. OK, hey, c'était super intéressant. J'ai eu beaucoup de plaisir avec vous autres. Ben, plaisir partagé. On va Bon, revenir, je pense. on fait ça la semaine prochaine? Ouais, Oui, on fait ça la semaine prochaine. ma parole. On revient la semaine prochaine.